Chers civiliens, chères civiliennes, bonjour et peut-être bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez bien sûr sur le globe terrestre. Michel Laloux et moi-même, nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour une rencontre civilienne qui porte à nouveau sur le foncier et l'immobilier. C'est la rencontre civilienne numéro 20B. Bonsoir Michel. Bonsoir Stéphane, bonsoir à toutes et à tous. C'est donc la deuxième partie d'une rencontre civilienne globale qui porte sur le foncier et l'immobilier. Je vais vous rappeler juste en quelques mots rapidement quels sont quelques thèmes que nous avons abordés lors de la rencontre civilienne précédente. Simplement, c'est une façon, je dirais, de plonger à nouveau dans la matière, entre guillemets. C'est le cas de dire parce qu'on est dans le domaine de l'immobilier. L'immobilier, c'est quelque chose de très solide. Alors, la dernière fois, lors de la rencontre civilienne numéro 20A, Michel, tu avais évoqué une série de constats qui concernaient le foncier, et quand je dis l'immobilier, mais c'était aussi le foncier agricole en fait, et tu avais montré que dans le cadre du foncier agricole, pour reprendre cet exemple, il y avait de grandes différences à faire entre une situation où quelqu'un s'implique et fait des transformations du terrain, y amène de l'eau, un chemin, de l'électricité, l'aménage, etc. C'est-à-dire y ajoute de la valeur, c'est donc une valeur ajoutée d'un point de vue économique, et la situation où une personne est simplement propriétaire d'un terrain et cherche à obtenir un gain, à vendre ce terrain comme une marchandise. Ça pose évidemment un problème puisque nous voyons qu'il y a une série de biens immobiliers, que ce soit immobiliers ou fonciers, qui sont introduits dans la vie économique comme si c'était des marchandises, alors qu'il n'y a pas eu de valeur ajoutée à proprement parler. S'il n'y a pas eu de véritable valeur ajoutée, quelqu'un fait des achats-reventes d'immeubles, de terrains, eh bien ça ne pouvait que conduire finalement à perturber l'économie et même de manière plus concrète à un enchérissement de la vie économique d'une façon globale. Parce que non seulement il y a une spéculation sur la valeur du foncier, mais il faut aussi considérer que les intérêts qu'il faut payer sur nécessaire, enfin, dans le système actuel, hein, nous, les civiliens, on ne défend pas ces idées-là. On essaie justement de créer et d'ouvrir d'autres perspectives au niveau de la pensée et puis de pistes concrètes. Mais tu nous as montré à quel point aussi le fait de devoir payer des intérêts sur les emprunts est quelque chose qui va enchérir globalement aussi considérablement la vie des personnes et perturber l'économie. Et c'est alors que nous avons commencé à évoquer pour la première fois, c'est une amorce en quelque sorte, hein, des pistes pour sortir à nouveau tout à fait hors de la boîte des pensées habituelles, le but n'étant pas de sortir de la boîte pour sortir de la boîte, ça n'a pas d'intérêt d'innover pour innover, mais il s'agit aussi de pistes pour sortir des ornières dans lesquelles ces modes de pensée anciens nous ont amenés. Et c'est ainsi que nous avons évoqué quelque chose qui est peu connu du public, à savoir que la propriété, elle est constituée de trois éléments. On a évoqué les concepts d'abusus, usus et fructus, et sur cette base, nous nous sommes demandé, nous avons commencé à nous demander comment nous pourrions métamorphoser petit à petit le rapport que nous avons tous et toutes, notamment avec l'immobilier, puisque nous avons tous besoin de loger dans des immeubles, ça pourrait être pareil aussi d'ailleurs dans le domaine agricole, au niveau du foncier par exemple, nous avons commencé à nous demander comment nous pourrions commencer à métamorphoser ce rapport avec la propriété, comment le droit de propriété lui-même pourrait être modifié. Non pas du tout dans le sens d'une abolition du droit de propriété, il n'est pas question d'abolir le droit de propriété, mais comment nous pourrions le transformer de telle façon à ce que l'immobilier et le foncier soient démarchandisés, qu'on ne puisse plus les céder aux plus offrants, que ça ne puisse plus être marchand, une marchandise à proprement parler. Alors nous sommes bien conscients qu'il s'agit de jalons, nous n'avons pas la possibilité ni la prétention de pouvoir déjà rentrer très loin dans le détail, même pas loin du tout dans des détails techniques de l'économie. Et j'aimerais que nous puissions revenir aussi à une notion que tu as développée lors d'une des rencontres civiliennes passées, qui concernait la notion de droit, certes, mais aussi la notion de devoir ou d'obligation. Tu avais fait référence en ce moment-là aux apports de Simone Weil, et il me semble que ça pourrait être vraiment un bon point de départ pour se mettre en capacité de penser autrement
notre rapport à la propriété, précisément, y compris notamment dans le domaine immobilier. Alors, je voulais t'inviter, Michel, si tu es d'accord, de revenir un peu à cette notion très fondamentale, en fait, qu'avait amené Simone Weil déjà. Oui, ça, je crois que c'est un bon point de départ, parce qu'en fait, nous allons nous trouver avec, on pourrait dire, deux partenaires. À partir du moment où on va séparer la propriété Abusus et la propriété Usus, donc lorsqu'il va y avoir ce démembrement de la propriété sous la forme qu'on a évoquée la dernière fois, en réalité, on aura deux partenaires. On aura celui qui habite le logement, que ce soit un appartement ou une maison ou une propriété agricole. Cette personne-là sera, ou la famille aura le droit d'usage, aura l'usage plein et entier du lieu où ils sont. Et nous aurions l'autre partenaire, ce serait l'organisme qui, lui, aurait une certaine forme de la propriété abusus, telle que tu l'avais caractérisée la dernière fois. Et donc, il serait dans un rapport, ces deux partenaires-là, en un rapport, on va dire, contractuel, avec des obligations et des droits, mais ces obligations et ces droits, on peut les regarder justement sous l'angle de ce qu'apporte Simone Weil, donc la philosophe, qui donne une sorte de concept révolutionnaire lorsqu'elle dit qu'en fait on ne peut pas parler de droit directement si on ne parle pas au préalable des obligations. C'est-à-dire que les droits découlent des obligations, comme on l'a montré dans la rencontre civilienne 15. Les droits, lorsqu'on parlait du travail, le travail et l'être humain, c'était le titre de la rencontre. Et à ce moment-là, on avait évoqué le fait que Simone Weil disait que on ne peut pas parler d'un droit tout seul, que le droit découle toujours d'une obligation. Ça change la perspective. On regarde les choses autrement quand on regarde que l'organisme qui va s'occuper de cette partie qu'on appelle abusus de la propriété, c'est-à-dire, on pourrait l'appeler le fonds pour l'habitat, par exemple. Et ce fonds pour l'habitat, il va avoir un certain nombre d'obligations vis-à-vis de l'occupant, et l'occupant aura donc des droits qui vont découler du fait que l'autre remplit ses obligations. Alors on peut regarder par exemple que un des premiers éléments, c'est que pour pouvoir, on va se mettre dans un cas de figure, disons, on va se mettre dans la situation où pour pouvoir réaliser l'opération où il y a cette séparation entre l'abusus et l'usus, on aura besoin de pouvoir emprunter de l'argent. Alors, si on est déjà avec des instituts de financement comme nous les avons préconisés dans certaines rencontres civiliennes, tant mieux, mais sinon ça pourrait être une banque. Ou alors ça pourrait être aussi une levée de fonds, de crowdfunding, pour des gens qui trouveraient bien que cette expérience-là existe et qui mettraient de l'argent à disposition, un prêt par exemple, pour que ça puisse se faire. Donc, le bien serait acquis au sens habituel du terme par le fonds pour l'habitat, et le fonds pour l'habitat aurait le devoir de trouver quelqu'un qui va y résider. Cette personne aurait, à partir de ce moment-là, le droit d'habiter, parce que l'autre se serait mis dans le devoir de trouver quelqu'un. Et il y aurait donc un prêt à rembourser, et celui qui est occupant de l'habitation devrait payer les mensualités pour rembourser le prêt.
jusqu'à concurrence, jusqu'au moment où le prêt serait, comme on dit, éteint, c'est-à-dire entièrement remboursé. La gestion du bien serait en grande partie faite par le Fonds pour l'habitat, et donc c'est lui qui s'occuperait de régler les mensualités au fur et à mesure, à charge, et donc l'obligation revenant à celui qui habite de s'acquitter de ces mensualités régulièrement. Au moment où le prêt serait éteint, c'est-à-dire entièrement remboursé, mettons par exemple 20 ans, qui est une durée habituelle de nos jours, notamment en France et aussi en Belgique, je crois, et à la fin donc de ces 20 années, le Fonds pour l'habitat aurait comme obligation de ne plus demander de l'argent pour le paiement de l'habitation. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas de location. À aucun moment, il y a un contrat de location. Il y a un contrat qui donne l'usage, mais il n'est pas conçu dans un esprit de location, puisque après 20 ans, eh bien, ou même si c'est 15 ans, enfin peu importe, le moment où l'habitation le prêt, disons, est remboursé, l'habitation est payée, à ce moment-là, l'obligation du Fonds pour l'habitat est d'arrêter le paiement, l'encaissement des mensualités. Alors, si je comprends bien, Michel, cette piste que tu exprimes là, c'est de telle façon à ce qu'il y ait un accord entre ce que les usagers du bien remboursent au Fonds pour l'habitat et ce que ça a vraiment coûté au Fonds pour l'habitat. C'est pour éviter qu'on se retrouve de nouveau dans quelque chose qui serait de nature spéculative, en quelque sorte. Il n'y aurait pas de spéculation avec la piste que tu proposes ici. Si l'immeuble qui a été construit a coûté, j'invente, hein, pour un ensemble d'habitants 500 000 euros, c'est un exemple, eh bien on rembourse les 500 000 euros, je simplifie, qui ont été nécessaires pour faire l'emprunt et d'autres frais annexes, mais pas plus que ça. Et donc, on n'en fait pas un objet marchand ou de spéculation d'une façon ou d'une autre. Et cet élément-là, alors si je comprends bien, permettrait d'alléger le poids économique de l'habitat. Absolument. Hein. Et ça, c'est l'élément fondamental, c'est qu'en fait, l'habitat a été sorti de l'économie. Il ne fait pas partie de l'économie. Et si on lui faisait rentrer, alors il deviendrait un bien sur lequel s'exercerait vraisemblablement une spéculation, avec tous les dégâts que ça entraîne pour l'économie. Donc ça c'est vraiment le tout premier point. Et le seul rapport économique qui peut continuer à exister serait celui de l'entretien du bien, où là, il y aurait acte économique, puisqu'il y aurait, par exemple, des corps de métier qui interviendraient pour refaire, je ne sais pas, les peintures, un ravalement de façade, etc., tout ce qu'on peut imaginer hein, dans l'entretien d'un bien. Et le Fonds pour l'habitat aurait pour responsabilité de gérer cet aspect-là. Mais celui qui utilise le bien et qui donc d'une certaine façon l'use doit contribuer au financement de cet entretien. Il va donc lui, on va dire, cotiser pour que cet entretien puisse pouvoir se réaliser à tout moment. Et donc chaque mois, il paiera en plus des remboursements de l'emprunt, il paiera pour l'entretien, qui, ça peut être par exemple un montant de 1% de la valeur du bien, peut-être jusqu'à concurrence d'un certain montant. Et s'il s'avère que le bien est construit avec des très bons matériaux, qu'il s'use plus lentement, on va dire,
eh bien, on se rendra compte que peut-être on a suffisamment d'argent pour faire face à, je sais pas, à un ravalement de façade, à une réfection de la toiture, etc. Donc tout ceci doit s'adapter à ce qui se passe réellement et aux besoins qu'il peut y avoir qui généreront des actes économiques effectifs de la part des corps de métier qui seraient amenés à intervenir pour entretenir le bien. Donc tout ceci se fait en tenant compte de la situation réelle. On part toujours de l'économie réelle, des processus économiques réels, pour établir ce qui est versé par chacun, en somme, notamment ici par les personnes qui ont l'usage du bien. Oui, et ça c'est vraiment bien de le rappeler, parce que c'est tout ce qui nous guide dans toutes nos rencontres civiliennes concernant c'est pour celles qui concernent l'économie, c'est le fait que nous cherchons toujours à nous placer sur le plan de l'économie réelle. Et c'est-à-dire que nous cherchons toujours à exclure ce qui pourrait être de nature spéculative, en le faisant de façon progressive, bien sûr. Michel, tu as évoqué ce qui se passe lorsque le prêt est entièrement remboursé. Il ne faut plus continuer à payer de mensualité quand on est l'utilisateur du bien au fonds pour le logement, puisque le prêt a déjà été remboursé. Mais que se passe-t-il si une personne quitte son logement avant ce terme? Et d'ailleurs, c'est plus complexe encore, parce que si une personne veut déménager, je suis un usager de ce type de logement, je déménage, disons, à la 18e année, avant le terme du remboursement de l'emprunt. Est-ce que je vais pouvoir retrouver facilement un logement ou pas? Est-ce que je viens pourtant de payer pendant 18 ans pour que le fonds de l'habitat puisse faire des remboursements à la banque? Qu'en est-il dans ce genre de situation-là? Ben, je crois qu'on peut prendre un exemple. Imaginons par exemple que quelqu'un est à Bordeaux et il a donc payé pendant 18 ans cet appartement au fond pour l'habitat. Il reste encore 2 années à courir donc pour l'emprunt. Et il va, mettons, à Strasbourg et là il a besoin de logement. Donc il y aura de nouveau une obligation pour le fonds pour l'habitat de trouver un logement à acheter, de contracter un emprunt pour ce logement, qui sera par exemple sur 20 ans, mais en même temps, il reste 2 années à payer à Bordeaux. Mais bien sûr, l'appartement de Bordeaux ne va pas rester vide, quelqu'un va venir y habiter. Alors, celui qui part à Strasbourg va continuer à payer les 2 années qu'il reste à Bordeaux, et c'est celui qui va emménager dans l'appartement de Bordeaux qui va payer les mensualités à Strasbourg. Et il va les payer pendant 20 ans s'il reste à habiter cet appartement pendant 20 ans. Donc comme ça, le droit d'habiter qu'a contracté le premier habitant à Bordeaux, ce droit-là est respecté complètement. Et celui qui vient maintenant habiter à Bordeaux, il a un droit, mais qui va s'établir peu à peu par les remboursements qu'il va faire. Il a donc l'obligation de rembourser au fonds pour l'habitat. En fait, pour lui, c'est pas important que ce soit à Strasbourg ou à Amiens ou à Marseille. Pour lui, ça ne fait aucune différence, parce qu'en fait, il traite au fonds pour l'habitat, il traite avec lui. Et ce qu'il paye, c'est un montant d'emprunt sur lequel ils sont. Bien sûr, quand il a accepté le contrat, ça veut dire qu'il connaissait le montant des emprunts, mais ça n'a aucune importance que ce soit à Strasbourg, Amiens, Marseille, Nice ou Paris. Dans tous les cas, c'est avec le fonds pour l'habitat qu'il traite, et c'est le fonds pour l'habitat qui doit remplir, lui, cette obligation de fournir à celui qui déménage un autre logement. Alors si je comprends bien, il y a
comme idée qu'il y ait toujours un apport qui correspond à une réalité économique effective de la part des usagers, mais cet apport est forcément limité dans le temps parce que le remboursement des emprunts est aussi limité dans le temps. Alors tu viens de donner ici des exemples, mais ces exemples, alors je présume, ne sont pas limitatifs, hein. Il pourrait y avoir des situations plus complexes encore où la personne qui est à Strasbourg déménage seulement après 3 ans, par exemple. Lui va emménager à Marseille ou à Bruxelles, que sais-je. Euh, ce ne sont jamais que des pistes pour débuter ensuite une réflexion sur des modalités plus concrètes, hein. Je présume qu'il faudrait modéliser ça, chiffrer ça pour voir un peu quels seraient les scénarios qui tiennent le mieux la route. Mais le concept de base, si j'ai bien compris ce que tu dis, c'est qu'il y a un apport financier qui se fait toujours seulement limité aux réalités économiques sans que l'élément spéculation intervienne. C'est ça le concept de base. Pour les modalités, là, il faut un peu, je présume, encore euh, euh, tester, réfléchir plus en avant pour vis-à-vis de cas plus complexes notamment. Oui, tout à fait. En fait, c'est juste un principe, hein, qu'on est en train de décrire, mais on a les éléments du principe, les éléments essentiels du principe. Ensuite, ça peut se répéter. Le premier habitant de Bordeaux, il peut avoir déménagé 5 fois ou 10 fois en l'espace de 30 ans. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans les changements d'emploi, les changements de situation familiale, etc., on peut être amené à devoir déménager plusieurs fois, mais le principe sera toujours le même que ce qu'on vient de décrire pour deux logements. Après, il faudra l'adapter avec le fait aussi qu'il peut y avoir un renchérissement lié à la spéculation qui est sur les biens que l'on va devoir acquérir à chaque fois à nouveau. Et ceci va bien sûr complexifier à chaque fois la chose, et il faudra trouver les ressources pour pouvoir continuer à faire ainsi, puisqu'il y a quand même une obligation pour le Fonds pour l'habitat qui est de ne pas vendre le bien, de ne pas le faire re-rentrer sur le marché spéculatif. La seule chose que peut faire le Fonds pour l'habitat, c'est de céder gratuitement le bien à un autre fonds pour l'habitat, si pour des questions de gestion, c'était plus pratique qu'un fonds pour l'habitat se concentre sur une certaine région et qu'il cède à un fonds qui serait par exemple à Strasbourg. Il y en a un qui se concentre sur l'Aquitaine et l'autre sur l'Alsace, par exemple, dans un but de simplification. Parce que s'il y a des réflexions à faire, des transformations à faire dans l'habitat, etc., c'est mieux d'être sur place. Donc on pourrait avoir aussi des situations comme celle-ci, avec des cessions de biens d'une région à une autre, c'est-à-dire d'un fonds pour l'habitat à un autre fonds pour l'habitat. Puisque chaque fonds pour l'habitat, selon ce concept, garantit de toute façon toujours que les immeubles ne redeviennent jamais des marchandises. On sort toujours, on demeure en dehors du circuit marchand, puisque les cessions se font entre des entités qui sont hors du circuit marchand, en réalité. Oui, tout à fait. Et ces entités, ces fonds pour l'habitat, ils sont, on va dire, tenus par une charte qu'ils doivent respecter, et ils ont également un statut de service public pour l'habitat. Et cela veut dire qu'ils doivent se soumettre aux obligations de service public telles qu'elles ont été définies dans les rencontres 19A et 19B, où on voit par exemple que différents fonds pour l'habitat doivent travailler dans une même région, par exemple. Ils doivent travailler ensemble au niveau des cercles de concertation, avec tout ce qu'on a indiqué pour les cercles de concertation dans ces deux rencontres 19A et 19B, où ils doivent travailler ensemble pour voir comment on couvre les besoins d'une région et comment on fait
progresser peu à peu l'extension de ce modèle-là qui permet de sortir de la spéculation les biens immobiliers. Il s'agit bien sûr de services publics de la société civile et pas des services publics étatiques, hein, dans le contexte de nos rencontres civiliennes. Tu as parlé des obligations du Fonds pour l'habitat. Est-ce que l'occupant, lui, il a certaines obligations? Bien sûr, tu as déjà mentionné le fait de rembourser, enfin de faire des versements qui permettent le remboursement des emprunts qui ont été faits auprès d'organismes financiers. Est-ce qu'il a encore d'autres obligations? Alors oui, il a une obligation importante, c'est celle enfin une double obligation qui concerne l'entretien du bien. Il doit assurer l'entretien courant, ce qui est tout à fait normal. S'il y a le moindre problème, bien entendu, il doit le signaler. Si par exemple, pour une raison ou pour une autre, il y a eu une dégradation qui a été faite, ben, il doit se mettre en rapport avec le Fonds pour l'habitat pour voir comment ça va être réparé. Ils se mettent d'accord, les deux partenaires vont se mettre d'accord sur la façon, si la personne peut le réparer par elle-même, un petit coup de peinture par exemple, bon, c'est pas un problème. Si ça nécessite l'intervention d'un corps de métier, ben, ça devrait être financé à ce moment-là par celui qui a l'usage du bien, mais c'est le Fonds pour l'habitat qui va s'occuper de choisir les corps de métier, etc., pour que ce soit en accord avec le niveau de prestation que souhaite avoir le Fonds pour l'habitat, pour ne pas détériorer ou amoindrir la qualité de certains matériaux, par exemple, dans le bien. Alors ça, c'est ce qui concerne pour l'entretien courant, et je crois que le bon sens montre comment ça devrait se passer. Et il y a également ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est le fait qu'il faut provisionner l'entretien de fond qui, lui, peut être plus onéreux, comme par exemple la réfection d'une toiture. Et dans ce cas-là, celui qui a l'usage a pour obligation de provisionner selon un montant qui a été défini lors de la signature du contrat. Il doit provisionner régulièrement, et comme je le disais tout à l'heure, jusqu'à concurrence peut-être d'un certain montant, si on estime qu'on a assez, après 15 ans par exemple, on estime qu'on a suffisamment provisionné. Donc voilà une double obligation qui concerne l'entretien et qui bien sûr est à la charge de celui qui usage, donc qui use le bien. Est-ce qu'une telle personne, d'ailleurs, celui qui a l'usage du bien, pourrait le sous-louer? Est-ce qu'il pourrait finalement utiliser la loi sur le bail à ferme, sur le bail locatif, pardon, pour louer son bien à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui se passe s'il n'occupe pas le bien? Est-ce que ce genre de choses serait possible? Alors, ce serait contraire, disons, à l'esprit de la chose, hein, puisque en fait, l'usager, il doit faire usage. S'il ne fait pas usage, d'une certaine façon, il rompt le contrat. Donc, si pour une raison ou pour une autre, il va habiter ailleurs, il n'a plus les droits d'usage du bien, mettons à Bordeaux, ces droits d'usage tombent d'eux-mêmes. Et c'est quelqu'un d'autre qui aura le droit d'usage de ce bien à Bordeaux. Donc ça veut dire que ça exclut le fait qu'il puisse louer le bien. C'est le fonds pour l'habitat qui va s'occuper de la gestion d'un contrat, d'établir un contrat avec un nouvel occupant. Utiliser le bien fait donc partie de ses obligations, fondamentalement. C'est vraiment l'obligation première. Alors, il y a une exception à ça, c'est lorsque on veut, par exemple, que
ses ayants droit, ses enfants par exemple, habitent le bien lorsque l'on partira par exemple en maison de retraite, si c'est le cas, hein, ou si pour une raison ou pour une autre on n'a plus besoin de ce logement, que on dit bon bah maintenant j'ai plus besoin d'un appartement aussi grand, je vivais en famille mais je vis maintenant seul, mettons qu'un 2 pièces ou un 3 pièces me suffirait, alors que le logement que j'avais à Bordeaux c'était 5 pièces, hein. Alors à ce moment-là il peut transmettre ça à le logement, l'usage du logement, il peut le transmettre à l'un de ses enfants. Les enfants vont être soumis aux obligations qui courent encore. Après, se pose la question, pour le premier locataire, enfin premier habitant, usager, il se pose la question, si par exemple il est dans un appartement de 2 pièces, eh bien comment ça va être financé? Ce sera le modèle qu'on avait évoqué tout à l'heure. Hein, donc il peut, lui, aller vers un autre logement, mais celui qui est dans le logement, si c'est un enfant par exemple qui est dans le logement à Bordeaux, eh bien il aura les obligations. S'il reste 2 années par exemple à payer, c'est lui qui devra payer. Alors, les pistes que tu viens d'évoquer, Michel, qui sont des pistes qui concernent chaque fois la démarchandisation du foncier et de l'immobilier, eh bien, forcément, comme ça vient d'être évoqué ici, ça va susciter énormément de questions, je pense. Hein, parce que déjà, le concept est tellement différent de ce qu'on connaît habituellement. D'ailleurs, je rappelle aussi que nous avons utilisé parfois le terme droit d'usage, par exemple. C'est un terme qui, dans différents codes civils, a des significations très précises d'un point de vue technique. Mais le code civil en Allemagne n'est pas le même qu'en Suisse, qui n'est pas le même qu'en France, qui n'est pas le même qu'au Québec, au Canada, en Belgique, etc. Et donc nous nous sommes donné la liberté d'utiliser bien des termes dans le sens non pas technique juridique spécifique à telle ou telle législation, mais plutôt en tant que concept général, je dirais bien. Hein. Et puis, on n'est pas rentré dans le détail non plus des taxations qui sont en cours ou mises en œuvre dans tel ou tel pays, de telles législations particulières portant sur les baux ou des droits des habitants, etc. On reste vraiment à un niveau plus conceptuel volontairement pour se donner la liberté de penser ce qu'est un usage de l'immobilier, justement, qui n'est plus marchandise, ou du foncier qui n'est plus marchandise. Hein. Et donc, ce qu'on exprime ici, ce sont des jalons. Mais malgré ça, je pense que ça va susciter beaucoup de questions. Et d'ailleurs, j'en ai un certain nombre, Michel, qui, en t'entendant, que j'aimerais te soumettre ici. Tout à l'heure, c'est un exemple. Je ne prétends pas que je vais te poser toutes les questions que tout ça pourrait susciter. On en aurait peut-être pour beaucoup trop d'heures dans un premier temps. Nous sommes encore en train de défricher le terrain pour l'instant. Mais tu vois, tout à l'heure, tu as parlé d'une durée du remboursement d'un emprunt de 20 ans. C'est un exemple, hein, et c'est très habituel que la durée du remboursement d'un emprunt pour faire construire un immeuble ou acheter une maison soit de 20 ans. Tu as bien expliqué qu'une fois qu'il est remboursé, il est remboursé. On ne doit pas continuer à spéculer de génération en génération grâce à des reventes d'immeubles ou grâce à des revenus locatifs. Hein, ça, c'est assez clair. Mais déjà, par rapport à cette durée de 20 ans, moi, je me posais la question, tiens, dans le fond, est-ce que la durée du prêt doit être nécessairement de 20 ans? Est-ce que ça ne pourrait pas être beaucoup plus long? Est-ce que ce n'est pas mettre une pression financière trop forte sur les êtres humains qui occupent un immeuble que de devoir le rembourser en 20 ans? Je précise un peu ma question. Si jamais je suis entrepreneur, par exemple, et que je dois faire l'acquisition d'un camion, et que je dois emprunter pour ce faire, je dois rembourser un emprunt sur un an, je vais être confronté à une pression financière considérable. Je vais devoir rembourser ce camion sur un an, alors que sa durée de vie estimée est de 5 ans, par exemple. C'est pareil pour d'autres biens. Si nous limitons trop la durée de remboursement, eh bien, on va avoir une pression financière très forte. Est-ce que dans le cas de l'immobilier, on ne pourrait pas imaginer dans bien des cas des durées plus longues parce que la durée de vie d'une maison est en principe, si elle est bien conçue, ou d'un appartement, bien supérieure à 20 ans?
Certes, comme tu l'as bien expliqué, il va falloir provisionner parce qu'il y a des travaux de réflexion plus lourds qui doivent être faits aussi. Mais de toute façon, la structure de base, elle va peut-être être de l'ordre de 30 ans, 50 ans, voire davantage. Donc c'était une des premières questions que je voulais te poser, justement, celle qui est afférente à la durée du remboursement de l'emprunt et qui, justement, va venir peser aussi sur l'économie si ces durées sont trop courtes. Peut-on envisager des durées plus longues? Ah oui, tout à fait, hein. Ça, c'est la seule limite qu'on peut avoir pour la durée de l'emprunt, c'est la bonne volonté de l'organisme qui va prêter. Ça veut dire que aujourd'hui, dans la plupart des pays, on se limite à 20 ans. On a vu la dernière fois que en Suisse, ça pouvait être étendu considérablement, au-delà même de la vie du premier occupant, hein, qui peut être décédé à l'âge de 80 ans et qui aura payé tout le temps des intérêts. Donc on pourrait avoir une extension. Alors si on a, mettons un bien qui aurait des mensualités de 1 200 € par exemple sur 20 ans, si on étendait sur 60 ans la durée du prêt, ben, il payerait à peu près un tiers de ces 1 200 €, c'est-à-dire 400 € en gros, hein. Il faudrait affiner les chiffres bien sûr, mais ça donne un ordre de grandeur. Donc ça veut dire que la pression financière, comme tu disais, serait bien moindre pour l'usager du bien. Ça permettrait de diminuer aussi peu à peu le niveau des rémunérations, ou qu'on puisse utiliser sa rémunération pour d'autres choses. Ou ça pourrait aussi permettre à ce que des personnes qui à ce moment-là se rendent compte que finalement ça leur coûte pas très cher, hein, un loyer de 400 € par exemple, ça serait tout à fait abordable pour quelqu'un qui a un travail habituel, hein, rémunéré de façon habituelle. À ce moment-là, il pourrait aussi se dire, mais pourquoi est-ce que je ne contribuerai pas à ce que ce système dont je profite aussi, ce système de démarchandisation de l'habitation, pourquoi est-ce que je n'aiderai pas en versant un peu plus, de façon volontaire, pour que ça aide à ce que ça se développe. Un autre scénario pourrait être de dire, on limite à 20 ans, mais quand c'est terminé, ceux qui le veulent peuvent continuer à payer une partie des mensualités qu'ils payaient, ou même la totalité, pour permettre la réalisation d'autres opérations, ou pour aider au fait que les biens qu'on veut sortir de la spéculation, comme ils sont encore dans la spéculation, ils vont coûter beaucoup plus cher. Donc, il va falloir qu'il y ait une partie de dons, peut-être, pour pouvoir payer le surplus du coût des biens entre le début de la première opération et puis 20 ans après. Tu dis sur une base volontaire, peut-être que ça pourrait être aussi une obligation, selon le modèle de fonds d'habitat qui serait mis, de devoir verser quand même une somme beaucoup plus limitée pour permettre ce genre d'opération, ou bien ça serait nécessairement volontaire selon toi? Alors, je crois que c'est peut-être une part de choix qui pourrait être laissée à chaque fonds d'habitation. On a parlé d'une charte commune et donc d'un cahier des charges commun, mais pour avoir le label de service public, comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais on pourrait avoir une part de fonctionnement qui pourrait être relevée de choix des fondateurs du Fonds pour l'habitat. Et je trouverais ça très, très bien qu'on ait des façons de faire un peu différentes d'un fonds pour l'habitat à un autre, pour permettre aussi d'expérimenter et de voir qu'est-ce qui donne les meilleurs fruits finalement. Donc il y a en effet toujours un concept d'expérimentation en arrière-plan,
hein, pour voir émerger les meilleures solutions. Justement, lorsqu'il n'est plus nécessaire de payer la banque, enfin, ou l'organisme financier, qu'il n'est plus nécessaire de le rembourser, de toute façon, les usagers vont continuer à verser des sommes d'argent pour ne serait-ce que provisionner des travaux futurs, réfection de toiture, de chaudière, que sais-je. Est-ce que s'ils quittent le bien, qu'ils sortent tout à fait du système à la limite, ils vont habiter ailleurs, ils ne sont plus en lien avec les fonds d'habitation, est-ce qu'ils vont récupérer leur part de provision? Est-ce que ça leur appartient? Est-ce qu'au contraire, ça reste dans le fonds pour l'habitat? Qu'en est-il de ces provisions qui ont été versées selon cette conception-ci? En fait, ces provisions, elles sont réalisées par rapport à un bien précis. L'appartement de Bordeaux, pour continuer notre exemple. Donc, on peut considérer qu'ils sont attachés à l'appartement. C'est donc le fonds pour l'habitat qui le gère, qui a cet argent-là et qui ne peut l'utiliser que pour ce logement-là, celui de Bordeaux dont on parle. Et après, si on démarre avec un autre bien, c'est celui qui a déménagé à Strasbourg, par exemple, qui va cotiser en quelque sorte pour ce fonds pour l'entretien. Et comme ce sera en début de processus, il n'y aura pas encore beaucoup de choses à régler à ce moment-là, et l'opération va se faire comme ça a été le cas au tout début. S'il y a peu de réfection de bâtiments nécessaires, que chacun des usagers verse des provisions, à certains moments, en tous les cas, on va se retrouver avec des sommes d'argent relativement importantes qui risquent de stagner, non? Est-ce qu'on ne se retrouve pas avec une non-affectation possible de cet argent comme nous avons beaucoup travaillé sur des conceptions révolutionnaires au niveau de la monnaie, en pensant à une distinction entre trois qualités de la monnaie, qu'en est-il de cet argent? Est-ce qu'il stagne là comme monnaie de paiement quelque part sur un compte? Est-ce qu'il peut être prêté? Quitte de ces sommes d'argent? On se retrouve là dans la situation analogue à celle qu'on a traitée quand on parlait justement de la monnaie de paiement, qui en quelque sorte est soumise à une sorte de décote de vieillissement quand on n'en fait rien, quand ça stagne sur un compte de consommation différé, comme on l'a évoqué dans nos précédentes rencontres civiliennes relatives à la monnaie de paiement. Et pour éviter cette stagnation et pour éviter sa décote, eh bien, ce sont les règles qu'on a évoquées à l'époque. Ça veut dire que le mieux est que cet argent-là soit mis à la disposition d'un institut de financement qui va prêter à ce moment-là cet argent à une entreprise qui en aurait besoin, par exemple, et cet argent fera retour au prêteur, c'est-à-dire au fonds pour l'habitat, lorsqu'il en aura besoin pour des réfections qui seraient à faire sur le bâtiment en question. Donc là, l'argent ainsi servira toujours au dynamisme de l'économie. Il ne sera pas là à végéter en quelque sorte sur un compte. Sinon, il serait soumis à une décote de 10% par an, comme on l'a évoqué, et là, l'argent fondrait à toute allure, quoi. Ça, c'est dans le modèle que nous proposons, bien entendu, quoi. Et pour limiter le risque de stagnation, je présume aussi que l'expérience montrera jusqu'à quel niveau il faut adapter le montant des provisions aussi. C'est-à-dire qu'on va aussi limiter ce montant en fonction de l'expérience qui a été acquise. Ça ne sert à rien de provisionner trop, par exemple, quoi. Tout à fait. Ça sera encore une manière, sinon, de créer une trop forte pression financière inutilement, quoi. Absolument. Dans le fond, Michel, tu nous as présenté des pistes qui mènent à penser que dans le cadre d'un immeuble d'appartement, par exemple, eh bien, avec des surfaces en mètres carrés à peu près équivalentes d'un appartement à l'autre, on aura, en tant qu'usager, à peu près les mêmes montants à rembourser, à payer plutôt au fonds pour l'habitation, qui va rembourser la banque. Mais on sait bien que
les personnes vont souvent préférer une orientation sud plutôt qu'une orientation nord de l'appartement. Un appartement n'est pas l'autre. Comment est-ce qu'on va faire pour gérer ces intérêts différents alors que ce sont les mêmes conditions économiques, dans le fond, au niveau du paiement qu'il faut faire, au fond, pour l'habitation? Quelles sont des pistes que l'on pourrait donner pour sortir de ce genre de situations qui peuvent être très conflictuelles éventuellement? Ouais, je crois que ce que nous pouvons faire, c'est remonter aux causes, aux causes de pourquoi est-ce que nous avons des appartements qui sont orientés plein nord et d'autres plein sud, alors qu'il est tout à fait possible d'avoir des appartements, comme on dit, traversants. Certaines pièces sont au nord, et dans le même appartement, et d'autres pièces sont au sud. Ceci est tout à fait faisable. Il faudrait voir pourquoi est-ce qu'on est arrivé à faire des appartements du type plein nord et plein sud. En général, c'est pour des raisons économiques que l'on a fait ça. Et il me semble que là, c'est une question de qualité, une qualité de vie, c'est-à-dire une question tout à fait humaine. Pourquoi est-ce qu'on contraindrait les gens à vivre avec une qualité moindre que d'autres, simplement en mettant nord et sud les appartements? Il est tout à fait possible de faire en sorte que les appartements aient une qualité suffisante. C'est une question, je dirais, presque plus humaine qu'une question de technique de logement. Et moi, je la réglerai sous cette forme, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait que des appartements d'un même type, c'est-à-dire nord-sud, c'est-à-dire des appartements traversants. Ça donc, c'est une piste pour le moyen et le long terme, puisqu'il y a tout un parc d'immeubles qui existe toujours actuellement. Et bien sûr, on ne va pas le supprimer et le remplacer tout d'un coup par des structures pensées de manière déjà beaucoup plus humaine à la base. Donc ça, c'est la piste pour le moyen et le long terme. Et en attendant, il faut bien sûr faire avec ce qui est là. Et il faudra trouver, je n'entre pas ici dans le détail non plus, justement, il faudra chercher des solutions qui sont quand même acceptables pour des personnes qui logent peut-être seulement plein nord et peut-être dans un environnement moins joli que dans un autre appartement. Oui, alors à ce moment-là, ça peut aussi être que le Fonds pour l'habitat refuse de prendre des appartements plein nord et qu'il va chercher des appartements plein sud, même si ça coûte un peu plus. Parce qu'il sait que sur le long terme, ce sera beaucoup plus acceptable pour ceux qui ont l'usage du lieu de prendre un tel appartement. Alors bien sûr, ça peut poser des questions après, mais je ne crois pas qu'il faut qu'on aborde ça maintenant, mais ça peut poser des questions pour des appartements de très mauvaise qualité, comme on en a dans certaines cités, par exemple, etc. Là, on va se trouver face à des situations qui vont nécessiter d'autres mesures. On sait par exemple qu'il y a des appartements qui ont tout simplement été dynamités. Voilà, ils ont été complètement détruits parce qu'ils étaient insalubres. Puis il a fallu reconstruire autre chose. Et à ce moment-là, ça peut être l'occasion de ne reconstruire qu'avec des appartements traversants pour éviter le problème qu'on a évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'un fonds pour l'habitation ne présente pas un risque de fonctionner comme une structure administrative bureaucratique dans son rapport avec les usagers? On voit bien que c'est un peu la tendance générale de toutes les institutions. Et qu'est-ce qu'on peut surtout faire, Michel, pour prévenir ce risque, pour éviter ce genre d'évolution? Est-ce que c'est possible dans le cadre civilien? Oui, je crois qu'on peut très bien prendre certaines mesures. Une première mesure de bon sens, me semble-t-il, c'est de faire en sorte que les organismes ne soient pas trop grands, que les fonds pour l'habitat aient une taille où on puisse encore faire évoluer les choses et éviter la routine, l'administratif tatillon, etc. Donc ça, c'est la première mesure. Et
une autre mesure, c'est ce qu'on a développé pour tous les services publics de la société civile. Donc là, je renvoie aux rencontres de 19A et 19B. C'est la structure même des services publics, où il y a chaque organisme, dans ce cas-là, les fonds pour l'habitat auraient un conseil de veille qui devrait veiller notamment à la qualité du travail dans ce fonds et éviter toute fonctionnalisation excessive. Et puis après, on a aussi la possibilité, si vraiment il y a un dysfonctionnement et que ça ne se passe plus très bien entre celui qui a l'usage et le fonds pour l'habitat, il est possible que celui qui a l'usage s'adresse à la structure qui est prévue au sein du conseil de coordination entre les différents fonds pour l'habitat d'une région, par exemple. Ces fonds se mettent ensemble pour regarder le fonctionnement et améliorer le fonctionnement général de tout ce qui se passe dans la région. Et au sein de ce conseil de coordination, il y a toujours une cellule pour s'occuper des situations conflictuelles. Donc là, on pourrait très bien s'adresser à cette cellule pour qu'elle trouve une façon de résoudre le problème. Ceci doit être vu d'une façon dynamique et que l'on crée les instances qui soient nécessaires pour résoudre ce genre de problème qui risque toujours d'arriver. Donc il vaut mieux prévoir les structures pour ça. Ce qui a donc été imaginé en termes de service public de la société civile et qui a été présenté lors des rencontres civiliennes 19A et 19B, et qui va être appliqué aussi pour les fonds pour l'habitat, est déjà un moyen de prévention qui peut s'avérer très utile, justement. Pas besoin de recourir, si cette forme de travail est mise en œuvre, pas besoin de recourir directement aux tribunaux. Bien des choses pourront se régler bien avant. Oui, tout à fait. Oui. Et si maintenant je dispose d'un bien et que je souhaiterais pouvoir m'intégrer avec ce bien au sein d'un fonds pour l'habitat en tant qu'usager, est-ce qu'une telle chose est possible ou pas selon ce type de modèle? Est-ce qu'on peut en d'autres termes entrer dans ce modèle de fonctionnement démarchandisé alors qu'on est soi-même au départ plein propriétaire d'un bien? Oui, alors ça, c'est vraiment une chose qui serait souhaitable et qui permettrait de faire des apports directs au fonds pour l'habitat sans qu'il y ait un emprunt à rembourser. À ce moment-là, on a une sorte de don de la partie abousous du bien. Et ça, ce serait vraiment une bonne chose. Mais au fond, on a aussi beaucoup de gens qui donnent, qui, par exemple, s'adressent à un notaire en leur disant « je voudrais faire don de mon bien à une fondation. Est-ce que vous pouvez m'aider à le faire ?» Donc, on aurait une situation analogue. La personne peut avoir toujours l'usage du bien et elle renonce par contre à la partie abousous. Et on pourrait aller jusqu'à inclure aussi des opérations par exemple, de viager. Ça serait aussi possible de le faire. Pour des personnes qui n'auraient pas d'héritier, ça pourrait être une très bonne façon de procéder. Il y a encore beaucoup d'autres questions qui pourraient se poser, bien sûr, Michel, mais on ne peut pas y passer plusieurs heures. On a juste commencé à donner quelques jalons. C'est bon, me semble-t-il, aussi de savoir qu'il y a déjà aujourd'hui dans divers pays des personnes, des citoyens qui sont engagés dans des formes diverses de démarchandisation de l'immobilier pour le logement, par exemple, ou de démarchandisation de biens fonciers.
si je me contente de regarder uniquement ce qui concerne la démarchandisation de l'immobilier, je crois que ça vaut la peine pour les civiliens et civiliennes qui nous écoutent de se renseigner un peu pour savoir comment fonctionne en Allemagne le Miethäuser Syndikat. Le mot apparaît ici à l'écran, Miethäuser Syndikat, qui n'est pas fondé tout à fait sur les mêmes idées que celles qui viennent d'être exprimées ici aujourd'hui, pour toutes sortes de raisons. C'est parfois lié à la législation d'un pays, mais qui néanmoins est une initiative qui vise depuis plus de 30 ans maintenant à sortir complètement les biens immobiliers de la sphère de la spéculation, et notamment il n'est plus possible dans ce système d'acheter et de revendre des biens immobiliers. Ce qui est d'ailleurs une grande originalité aussi de ce système, c'est qu'il est basé sur l'autonomie, justement, il n'y a pas de risque de bureaucratisation, il y a une espèce de structure qui s'appelle justement le Miethäuser Syndikat, qui a comme objectif fondamental de démarchandiser les biens immeubles, mais qui ne s'immisce pas du tout dans la gestion des différents projets immobiliers. Alors, je n'en dis pas plus, hein, ça prendrait beaucoup plus de temps, mais ce projet a déjà fait des petits dans d'autres pays. En France notamment, il y a une structure qui s'appelle le CLIP, qui s'inspire de ce mode de fonctionnement. Je précise quand même que ce que tu as mentionné aujourd'hui, Michel, est encore plus économique et économe dans le fonctionnement, puisqu'il y a cessation de versement d'une somme d'argent par les usagers au fonds pour l'habitat, une fois que le remboursement à la banque a été fait. Hein. Pour le Miethäuser Syndikat, c'est un mode de fonctionnement encore différent. Mais ça valait la peine de savoir qu'il y a déjà des citoyens dans le monde qui travaillent avec de tels modèles de démarchandisation et anti-spéculation à 100%. Aux États-Unis, il existe un autre modèle qu'on appelle le Community Land Trust qui vise aussi à démarchandiser le sol sur lequel sont bâtis les immeubles. Mais la démarchandisation n'est pas déjà aussi forte qu'au sein du Miethäuser Syndikat, qui va encore plus loin que dans le cas des Community Land Trust. En conclusion, Michel, de cette rencontre civilienne portant sur le foncier et l'immobilier, conclusion provisoire, on pourrait aller beaucoup plus loin dans le détail, mais on va se limiter à ça aujourd'hui. Quels seraient des éléments que tu penses importants d'exprimer maintenant? Je crois que la première chose que je dirais, c'est le fait que tout ce que nous préconisons ici doit vraiment être vu sous l'angle évolutif. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit se mettre très, très progressivement en place au fur et à mesure que des personnes décident de se lancer dans un tel processus de démarchandisation du sol et de l'habitat. C'est donc quelque chose qui prendra du temps, qui est peut-être le domaine où ça demandera le plus de temps pour se réaliser, parce que on touche là des questions très très profondes de notre lien avec l'endroit où nous habitons, du fait qu'il puisse être transmis à nos enfants, par exemple. Des choses comme ça font que beaucoup de personnes vont hésiter, ne serait-ce que par respect pour leurs enfants, qui ne souhaiteraient pas être, entre guillemets, déshérités du logement. Donc, je crois qu'il faut y aller très progressivement pour une chose de cette nature, et c'est au fur et à mesure que les personnes verront l'importance pour l'économie globalement de la démarchandisation de l'habitation et du sol, au fur et à mesure que ça se fera, alors à ce moment-là, les gens se lanceront là-dedans et quelquefois leurs héritiers le comprendront et ils seront d'accord avec ça. Donc, une question où il faudra beaucoup de progressivité, beaucoup d'évolutivité, mais je sais, avec les excellents exemples aussi que tu as donnés, mais avec d'autres expériences que j'ai pu voir, que c'est quelque chose qui est en chemin. Et que cette volonté de sortir l'habitation de la spéculation, tout en maintenant la possibilité pour, par exemple, les héritiers de continuer à vivre dans, par exemple, la maison où ils ont grandi,
ce qui est tout à fait normal, eh bien, ça peut se réaliser avec ce modèle évolutif que nous proposons. Donc je dirais il faut qu'on replace tout ce qu'on vient de faire au niveau du principe et de l'évolution qui sera possible avec le temps. Mais aussi, une deuxième chose qui est nécessaire aussi, c'est bien sûr notre fameux droit à l'expérimentation qu'on a évoqué pour d'autres questions de la croix de l'économie et qui est indispensable comme droit fondamental, on va dire, de pouvoir obtenir peu à peu un nouveau type de droit à l'expérimentation civilienne qui permettra la réalisation de telles initiatives comme celles que nous proposons dans le domaine du foncier et de l'immobilier. Nous avons en effet vu que le droit à l'expérimentation est une nécessité pour pouvoir contribuer à démarchandiser des éléments qui sont venus perturber l'économie. C'est ce que tu nous as présenté, Michel, en nous présentant la croix de l'économie, telle qu'elle apparaît encore ici à l'écran. Le foncier et l'immobilier, lorsqu'ils sont marchandises, perturbent l'économie, ils vont l'enchérir. On l'a vu aussi pour les 3 autres éléments de la croix de l'économie. Mais dans le système légal, législatif tel qu'il existe actuellement, on ne peut pas expérimenter d'autres pistes ou alors de manière très caduque, très difficile aussi. Ou partiel éventuellement. On pourrait avoir des débuts d'expérimentation avec le droit existant, mais ça n'offrira pas toutes les possibilités que nous avons développées aujourd'hui, mais ça pourrait déjà être quelque chose. Je voulais juste, je t'ai un petit peu coupé pour mentionner cette possibilité qui me semble importante, parce que des gens pourraient déjà se mettre en route sur ce que nous avons esquissé ici. Et c'est ce que font en effet toutes sortes de pionniers, parfois depuis des décennies. J'ai cité tout à l'heure le Miethäuser Syndicate, le Community Land Trust, il y a encore d'autres formes qui existent aussi. Ce sont des citoyens qui sont vraiment porteurs de ce genre d'aspiration et qui savent que tant que n'existe pas le droit à l'expérimentation sociale, il faut s'appuyer sur le cadre légal existant. Et avec le cadre légal existant, ils lancent des expériences dont la portée est alors plus limitée. Mais si on veut donner plus de poids à ces expériences, il faut que ce droit à l'expérimentation sociale soit développé. Les rencontres civiliennes, Michel, ne s'achèvent pas ici. Ce n'est encore qu'une étape dans notre cheminement qui consiste à envisager d'autres formes de collaboration qui impliquent la société civile, les civiliens, chacun et chacune d'entre nous, lorsque nous commençons à nous manifester de manière créative et active dans la recherche de ces formes et dans leur concrétisation. Et parmi les thématiques que nous envisageons aussi de travailler ensemble, il y aura notamment celle de l'éducation. Qu'est-ce que pourrait être une éducation dans le sens de service public de la société civile? Qu'en est-il de la santé aussi? Et puis de la mondialisation et des échanges commerciaux. Est-ce que l'on peut imaginer une mondialisation et des échanges commerciaux basés sur la société civile plutôt que sur ce qui est dicté actuellement par des organismes supranationaux pour lesquels la société civile n'a plus rien à dire? Voilà des thématiques qui pourraient être celles et qui seront celles de rencontres civiliennes à venir. Alors nous vous invitons à vous abonner via le site www.civilien.info et ainsi vous serez tenu au courant forcément de la suite de nos rencontres. Voilà Michel, je te souhaite ainsi qu'aux civiliens et civiliennes une bonne suite dans nos recherches, dans nos réflexions respectives. À une prochaine fois. À bientôt. Au revoir.